Cérébralité, intensité, dignité, indépendance et détermination caractérisent un certain éternel féminin, loin de l'idéalisme et de l'incarnation du fantasme masculin. Dès l'Antiquité tardive, des peintres romains ont saisi ces caractéristiques dans de beaux portraits féminins, véritables représentations de grands caractères. Puis, chaque fois que l'humanisme, l'individualisme ou la bourgeoisie ont triomphé, le portrait a connu un nouvel essor et a su affirmer le charme intellectuel des femmes. Visitons donc cette galerie qui n'est pas une collection de beaux visages, mais une tentative de saisir l'identité de modèles réels. Et commençons par le portrait de la poétesse, conservé au musée archéologique de Naples. C'est un inoubliable visage de jeune femme réfléchie, peint à fresque au 1er siècle et découvert dans les ruines de Pompéi. Selon les historiens d'art, il serait plus académique que vériste. Il manquerait de naturel. Et pourtant, n'a-t-on pas l'impression que le peintre a surpris son modèle en pleine méditation? Certes, la chevelure bouclée est impeccablement maintenue par une résille dorée, mais son portrait est moins posé qu'on veut le dire. Le jeu d'ombre et de lumière atteste qu'il n'est pas frontal. Il est légèrement décalé vers la gauche, à l'instar de la courbe des épaules. Cantonné, il est dans l'alignement du stylet, ce qui crée un axe de douceur et d'intériorité. La jeune inconnue, en effet, ne regarde pas devant elle, mais en elle. Ses grands yeux traduisent sa pensée. Stylet et tablette de cire en main, elle est concentrée sur ses écritures. Poésie ou comptabilité? La question se pose car les archéologues rapportent que les tablettes pompéiennes, conservant encore des traces d'inscriptions, ont toutes un caractère économique. Récépissé, quittance, promesse de vente. Mais femme de lettres ou commerçante aisée, à l'image de la femme du boulanger, peinte dans une attitude presque semblable, qu'importe, elle séduit parce qu'elle est intense, alphabétisée, responsable et non éternelle mineure. Un siècle plus tard, un autre artiste romain établi dans la récente colonie d'Égypte peint l'Européenne, pièce majeure du musée du Louvre en provenance d'Antinoé. Ainsi nommée pour son teint subtilement pâle et rosé, c'est, aurait dit Barbé d'Aurevilly, une brune de cheveux blonde de peau dont la carnation est rehaussée par l'orient des perles. Portrait réalisé du vivant du modèle, il a d'abord orné la maison familiale avant de devenir portrait de momie. Durant la pause, le sujet connaissait cette destination funéraire. C'est pourquoi on est bouleversé par la gravité, déjà teintée de mélancolie, de son regard oblique, détourné du monde, à jamais fixé sur la mort ou l'au-delà. Comme on est frappé par l'hypertrophie des yeux, démesurément grands, légèrement asymétriques, qui concentrent toute son énergie intérieure. La force expressive de ce portrait vient non seulement de la composition, position de face à peine tournée vers la droite et tête un peu penchée, mais surtout à la technique. Il a été peint sur bois avec des pigments mêlés à de la cire d'abeille chaude. Un épais mélange dont les modes d'application sont variés. Tantôt lissé pour les joues, tantôt entaillé pour les cils, tantôt soigneusement séparé pour les cheveux. Ces procédés donnent au visage un modelé inouï. De même, les rayons de lumière sur le front, l'iris, les pommettes et les lèvres renforcent le réalisme du portrait. C'est déjà du grand art. Titien a certes fait un portrait d'Isabelle d'Este, première dame de la Renaissance, mais c'est un portrait de cour plus trompeur que vériste.
Jugez plutôt. Au moment de la pose, le modèle a 60 ans passés, mais exige d'être rajeuni et embelli. L'artiste courtisan s'incline devant ses caprices. On lui préférera donc l'esquisse de Léonard si l'on veut se faire une idée des traits et expressions de l'exigeant mécène qu'elle fut, réunissant dans son studiolo hommes de lettres et musiciens, plasticiens vieillissants, dont Mantegna, et représentants de la nouvelle génération, dont Léonard. C'est un singulier dessin qui restera à l'état de croquis. Il mêle bizarrement étude de 3/4 pour le buste et profil pur pour le visage. Mais cette contradiction n'est pas une maladresse. Elle est révélatrice d'un trait de caractère du modèle. Bien que narcissique, elle détestait poser. Léonard s'est donc inspiré d'une médaille gravée par un autre à son effigie. Et cependant, à en croire un contemporain, Lorenzo da Pavia, il aurait fait un portrait des plus ressemblants. De fins traits de crayon subtilement estompés et des touches de craie blanche sur les joues, le front et le menton suffisent à restituer le modelé et l'image du visage réel. Même pureté de profil pour le portrait de Giovanna Tornabuoni, l'un des chefs-d'œuvre de la collection Thyssen. Et pour cause. Ghirlandaio l'a réalisé à partir d'un médaillon après la mort de la jeune femme disparue en 1488 à l'âge de 23 ans. Cela explique le hiératisme de l'expression, atténué toutefois par le luxe, l'élégance et le chatoiement d'ensemble. Étoffes, pierreries et chevelures renvoient d'incomparables reflets. Malgré ces détails matériels, peints avec un rare raffinement, ce portrait posthume est avant tout psychologique. En atteste la curieuse étiquette. Si l'art pouvait représenter les mœurs et le caractère, ce tableau-ci serait le plus beau du monde. En atteste aussi les objets déposés dans la niche à l'arrière-plan. Le livre de prière est là pour évoquer la piété de Giovanna, le collier de perles de corail, sa pureté morale. Venons-en à l'âge d'or du portrait et des intellectuels, le XVIIIe siècle. Deux des plus grands esprits de l'époque ont retenu l'attention de Maurice Quentin de Latour, Isabelle de Charrière et Émilie du Châtelet, qu'on ne présente plus. Le portrait au pastel d'Isabelle de Charrière est surprenant de naturel et de simplicité. Ni vêtements, ni accessoires dans cette composition tout entière vouée à l'essentiel. Ni apprêt, ni phare dans ce visage saisi de 3/4. Tout est fait pour mettre en évidence le grand front et la beauté intérieure de cette Athéna du Nord qui irradie d'intelligence. En virtuose du genre, Quentin de Latour a capté l'intensité du regard bleu et le discret sourire qui disent la juste satisfaction d'une femme épanouie, maîtresse d'elle-même, libre et brillante, aussi à l'aise en mathématiques qu'en littérature, polyglotte en correspondance avec l'élite européenne. Avec des moyens plus sophistiqués, il a également percé à jour la personnalité d'Émilie du Châtelet, représentée à mi-corps, studieuse. Elle est à sa table de travail, occupée par son domaine d'excellence, la physique. Si bien que la gamme chromatique est aussi exceptionnelle que l'est le modèle, il est rare en effet que l'artiste use du rouge. Grâce à un éclairage insolite, l'accessoire devient l'essentiel. Il est focalisé sur les feuilles de calcul, les livres de Newton, n'en doutons pas, et sur le compas, au détriment du visage qui se retrouve de fait dans un plan plus sombre. Quentin de Latour a voulu dire ainsi que les accessoires suffisent à définir Émilie,
scientifique d'influence, mais que sa condition de femme l'oblige à rester quelque peu en retrait. Sa traduction des Principia Mathematica n'est-elle pas parvenue à l'Académie des sciences après sa mort? Pour clore cette galerie de portraits, examinons celui de Dora Maar aux ongles verts, trésor de la collection Berggruen. Peint par Picasso au début de leur rencontre, en 1936, il est, contre toute attente, ressemblant. Il résiste à la dislocation de la technique cubiste, un œil de face, l'autre de profil. Il restitue la beauté classique du visage, la sophistication de l'artiste, dont l'élégance marie savamment le masculin et le féminin. On atteste son vernis à ongles verts et son costume très épaulé, avec cravate anglaise. Et surtout, il dit son intelligence que reflètent des yeux plus grands que nature. Des yeux fertiles, aurait dit son ami Paul Éluard, qui concentrent tout le talent de Dora. Car elle était plus que douée pour le visuel. Elle comprenait le monde en le voyant et en le photographiant. Elle vint à la politique par la photographie après avoir fait un reportage sur les conséquences sociales de la crise de 29 et devint membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Son parcours et son œuvre ont malheureusement été éclipsés par le machisme de Picasso. On les connaît mieux depuis la succession de 1998. Ainsi, quand il n'est pas à usage politique, le portrait peut immortaliser un être cher, comprendre les sentiments profonds ou donner à voir l'invisible, la vie de l'esprit. Il relève de la psychologie et n'a pas à craindre les diverses évolutions de l'art pictural. Même quand il croit pouvoir s'affranchir des contraintes de la ressemblance physique, il est fidèle à la personnalité du modèle. Souvenez-vous à ce titre du mot de Picasso à Gertrude Stein, a priori déçu par son portrait, vous finirez par lui ressembler.